Débordement des cours d'eau, sortie des fleuves et lacs de leur lit habituel, envahissement des localités, remontée des nappes phréatiques, fortes précipitations avec de nombreux dégâts matériels et humains, et j'en passe. Le Bénin vit depuis peu, mesdames, messieurs, des jours sombres en matière d'inondation. La situation est hautement critique au point où les différents acteurs impliqués dans la lutte contre la résolution du phénomène semblent ne plus savoir à quel sein se vouer. Et puisque nous sommes au Bénin, on est en droit de dire qu'ils ne savent à quel vaudon se vouer. Les eaux seraient montées de plusieurs mètres, chose peu habituelle dans les bassins. Plusieurs localités de notre pays seraient dans la détresse. La structure nationale d'alerte semble vouloir agiter le drapeau rouge, si ce n'est encore fait. Le gouvernement, quant à lui, serait en alerte maximale et prendrait des dispositions idoines pour maîtriser la situation. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Quels états des lieux est-on en droit de faire de la stratégie de la tragédie en ce moment? Qu'est-ce qui en est véritablement à l'origine? Que fait l'État pour en venir à bout de la situation? Ne pourrait-on pas vraiment prévenir ces genres de catastrophes au point d'y mettre un terme? Ou faudra-t-il toujours attendre pour enregistrer à chaque fois des pertes en vies humaines? Voilà autant de préoccupations que nous aborderons au cours de ce numéro de votre émission Ma part de vérité de ce dimanche que j'ai le plaisir de co-animer avec mon collègue et ami Gauthier Sédodé. Gauthier, bonjour. Bonjour Spiro Aoussinou, mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous, pour la thématique du jour, Bénin, quid de la gestion des inondations. Eh bien, nous recevons le directeur général de l'Agence nationale de protection civile, ANPC. Il est aussi le secrétaire permanent de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe. Je vais nommer le contrôleur général de police, Aristide Dago. Monsieur le DG, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le DG, lorsqu'on parle de la plateforme nationale de protection civile ou bien la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe, de façon simpliste, on peut oser dire qu'on y comprend tout. Mais en définitive, ça doit être plus compliqué que cela. De quoi s'agit-il vraiment et quel est véritablement son rôle dans la gestion des catastrophes? Merci, monsieur le journaliste. Je salue les téléspectateurs. Et avant de répondre à votre question, monsieur le journaliste, je voudrais que vous me permettiez, au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Dr Alassane Seydou, m'incliner devant les mémoires de toutes celles et tous ceux qui ont perdu la vie à cause des inondations. Je voudrais aussi, en son nom, exprimer la solidarité de l'Agence nationale de protection civile, secrétariat permanent de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe, à toutes ces personnes qui ont été directement ou indirectement touchées par les inondations au Bénin. Je vais maintenant répondre à votre question. La plateforme nationale de réduction de risques de catastrophe, qu'est-ce que c'est? Alors, par décret 2011-834 du 30 décembre 2011, le Bénin a créé cette instance qui donc a vocation à réglementer la gestion des risques de catastrophe au Bénin. Ce décret a prévu la composition de cette plateforme, ses attributions, son organisation et fonctionnement. Je vais donc rapidement vous parler d'abord de la composition de cette plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe. Cette plateforme est d'abord composée par les ministères sectoriels du gouvernement, du système des Nations Unies, de l'Association nationale des communes du Bénin, de la Croix-Rouge béninoise et de l'ensemble des ONG à vocation humanitaire. Vous voyez bien que c'est une plateforme qui est assez dense et donc qui vise à réaliser la synergie d'action entre tous ces acteurs-là qui interviennent dans la prévention et la gestion des risques de catastrophe. Les attributions de la plateforme sont essentiellement au nombre de 3. La toute première
mission de cette plateforme, c'est d'intégrer la prévention et la gestion des risques de catastrophe dans les programmes de développement. Et vous verrez par la suite, contrairement à ce que vous avez dit dans votre introduction, que le gouvernement est bien dans une logique de prévention des risques de catastrophe. Nous allons en revenir à cela. Deuxième mission fondamentale de cette plateforme, c'est de donner les orientations stratégiques pour une meilleure gestion des risques de catastrophe au Bénin. Et donc, c'est un genre de réglementation, des instructions, des directives qui sont données à l'ensemble des acteurs pour gérer au mieux les risques de catastrophe au Bénin. Ça, c'est la deuxième mission. Et la toute dernière mission, une mission égale moyen naturellement. Vous convenez avec moi. Donc, la plateforme a également pour rôle de mobiliser le financement nécessaire à la prévention et à la gestion des risques de catastrophe. Donc, voilà pour la composition de la plateforme. En dehors de la composition de la plateforme, nous avons la structuration de cette plateforme. Ce décret crée une plateforme nationale qui est composite, qui a en son sein des démembrements. Et donc, les démembrements de la plateforme obéissent à l'organisation territoriale. En dehors du niveau national, nous avons donc le niveau départemental. Au niveau donc de chacun des 12 départements, nous avons une plateforme départementale dirigée par le préfet de département. Au niveau des 77 communes, nous avons 77 plateformes communales, dont chacune est dirigée par le maire. Et nous avons même des plateformes au niveau des arrondissements, au niveau des quartiers de ville et de villages. Les attributions, les fonctions sont les mêmes à chacun de ces niveaux-là. Et j'ai parlé de la composition, j'ai parlé des attributions, je vais parler maintenant du fonctionnement de cette plateforme. Alors, le fonctionnement dépend du niveau auquel nous sommes. Au niveau national, il est prévu une session annuelle et il est loisible au président de cette plateforme, qui est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, de convoquer des sessions extraordinaires. Au niveau des autres plateformes, ça dépend, le décret a prévu qu'il y ait aussi des sessions extraordinaires, mais le nombre de réunions au niveau de la plateforme s'accroît au fur et à mesure qu'on descend. Donc, il est recommandé que les plateformes communales aient plus de réunions que les plateformes départementales et que les plateformes départementales en aient plus que la plateforme nationale qui est dirigée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Donc, voilà quelles sont la composition, les attributions, le fonctionnement de cette plateforme-là. Et la plateforme, c'est un cadre de synergie, de coordination, parce que vous comprenez que la protection civile et la réduction des risques de catastrophe sont du domaine de la sécurité. C'est du domaine de la sécurité. Et donc, c'est l'affaire de tout le monde. Et c'est pour cette raison que le décret a mis tout le monde ensemble. Tous ceux que je viens de citer là sont membres de la plateforme. La sécurité étant l'affaire de tous, la réduction des risques de catastrophe aussi est une affaire de tous. La protection civile également est une affaire de tout le monde. D'ailleurs, la protection civile, c'est une composante essentielle de la sécurité. Beaucoup ne le comprennent pas, mais c'est l'occasion de le dire. Et c'est pour cette raison que le gouvernement attache une grande importance au domaine. Vous voyez, les criminels qui tuent, qui volent les biens, agissent à peu près de la même manière que les catastrophes. Parce que les catastrophes également tuent. Les catastrophes également volent des biens. Et donc, c'est de la sécurité pure que l'on fait, seulement que c'est les cibles qui diffèrent. Ici, nous n'avons pas affaire à des personnes, nous avons plutôt affaire à des aléas qui se réalisent. Et donc, voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. Nous allons revenir en détail sur d'autres aspects qui n'auraient pas été bien approfondis. Merci. Alors, DG, le constat effrayant et bouleversant depuis quelques semaines au Bénin, c'est qu'il y a une crue exceptionnelle des eaux de nos fleuves avec leurs énormes dégâts matériels et humains. Des pertes en vies humaines sont même déjà enregistrées, vous venez de le dire. Qu'est-ce qui en est à l'origine, véritablement? Oui, merci beaucoup. De mon point de vue, le tableau n'est pas si sombre tel que vous le décrivez. C'est vrai qu'une seule personne qui meurt, c'est déjà trop. Un seul de ses fils, c'est déjà important. Le gouvernement regrette, nous regrettons tous qu'il y ait déjà des pertes en vies humaines.
Mais le tableau n'est pas si sombre que ça. On va y revenir. Qu'est-ce qui cause les inondations? Qu'est-ce qui cause les dégâts? Qu'est-ce qui cause les dégâts? Alors, il y a plusieurs causes. Il y a des causes lointaines et des causes immédiates. Je vais les rassembler et parler de quelques-unes. Alors, la première des causes que je voudrais dénoncer ou énumérer ici, c'est le non-respect des consignes de protection civile. L'entêtement des populations à ne pas respecter les consignes que donnent les autorités en charge de la protection civile. La seconde cause que je pourrais énumérer, eh bien, c'est la cause nature. Il y a les changements climatiques qui sont d'actualité. Nous vivons tout cela. Vous voyez et vous suivez avec nous ce qui se passe en ce moment au Pakistan, où on déplore des milliers de décès, avec des millions de personnes touchées. Le secrétaire général des Nations Unies est même descendu sur place pour inviter tout le monde à s'occuper, à prendre en compte les exigences des changements climatiques. Donc la deuxième raison, c'est bien ça. Vous avez suivi au plan national ce qui est arrivé à Savalou, où la rivière a fait un débordement, c'est inédit, créant ainsi d'importants dégâts. Donc les changements climatiques sont pour une large part de ce qui arrive, de ce qui crée les inondations et qui donc donne lieu à des dégâts. Une autre raison, c'est peut-être la défaillance au niveau donc des systèmes de gestion. Et là-dessus, je ne reproche pas grand-chose aux acteurs, on va revenir dessus, mais c'est quand même une cause. Lorsque la gestion des inondations, c'est une chaîne. Lorsque un maillon de la chaîne faiblit, c'est toute la chaîne qui s'écroule. Donc, on peut dire qu'effectivement, si à des moments donnés ou à des endroits donnés, on gère mal les inondations, on peut avoir des dégâts. Il y a aussi la perméabilité des sols, due à nos comportements. Donc, lorsque vous jetez des sachets plastiques par-ci, par-là, vous rendez difficile la perméabilité du sol. Donc, voilà les quelques causes que je peux énumérer qui sont donc à l'origine des inondations qui, à leur tour, créent des dégâts. Ces causes ne sont pas exhaustives, mais voilà les plus importantes. Je voudrais notamment insister sur le comportement des populations. Ça, c'est fondamental parce que quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de catastrophe naturelle, il n'y a que des catastrophes anthropiques dues à l'homme. C'est-à-dire, même si c'est l'aléa qui cause certaines catastrophes, il y a toujours le comportement de l'homme qui influence cela. Et donc, c'est pour une large part la grande cause des inondations au Bénin. Le comportement de l'homme, le civisme, c'est important. Et on y reviendra. Monsieur le directeur général, le 7 septembre dernier, la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes, donc vous êtes le secrétaire permanent, a organisé une session. À l'occasion de cette session, le point de la situation a été fait. Mais justement, depuis le 7 septembre 2022, quelle est l'évolution de la situation dans les bassins? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Effectivement, le 7 septembre, le ministre de l'Intérieur, qui est le président de la plateforme, a bien voulu convoquer cette instance pour pouvoir délibérer sur les questions de l'heure et prendre des mesures pour l'avenir. Contrairement à ce que certains pensent, je dois dire qu'on n'a pas attendu les inondations pour parler des inondations et prendre des mesures contre les inondations. La session du 7 septembre 2022 ne vise pas exclusivement à apporter des solutions aux problèmes des inondations que nous vivons. Non, c'est déjà la session de l'année 2021 qui a déjà mis en place des mesures pour gérer les inondations de l'année 2022. Donc, il y a eu anticipation. Il s'agissait simplement le 7 septembre de se voir pour étudier, voir si les prévisions qui ont été faites sont respectées, les mesures qui ont été proposées depuis 2021 pour une meilleure gestion des inondations de 2022, est-ce qu'elles sont respectées? Est-ce qu'il y a de nouvelles donnes? C'était ça. Donc la plateforme ne s'est pas réunie pour apporter des réponses aux inondations de 2022. C'est déjà fait depuis 2021. Seulement qu'il fallait se réunir pour faire un point et voir si les mesures qui avaient été prises concordait avec la situation au regard des développements nouveaux dont je viens de parler, notamment à Savalou. Alors, le point, je vais le rappeler d'abord, avant donc de vous parler de l'évolution. Je vais donc partir des différents compartiments du point qui a été fait. Le premier, c'est le niveau d'alerte.
au 7 septembre, quel était le niveau d'alerte? Aujourd'hui, 11 septembre, quel est le niveau d'alerte? Au 7 septembre, La situation évolue rapidement. oui, elle évolue compte tenu des contingences. On va expliquer tout à l'heure. Nous avons 3 grands bassins. On en a plus, mais nos études se sont focalisées sur 3 grands bassins, à savoir le bassin du fleuve Niger, le bassin du fleuve Ouémé et le bassin du fleuve Mono. Au 7 septembre, la situation était rouge dans le Niger et dans l'Ouémé, elle était jaune dans le Mono. À la date d'aujourd'hui, la situation demeure rouge dans le bassin du Niger, dans le bassin de l'Ouémé, mais elle est déjà à l'orange dans le bassin du Mono. Pourquoi elle est à l'orange? C'est parce que il ne pleut pas. Tout le monde sait qu'il ne pleut pas beaucoup dans la zone du Mono actuellement, mais il y a un phénomène qui s'observe chaque année. Nous avons le barrage de Nagbeto, qui d'ailleurs relève de la CEB, c'est la communauté électrique du Bénin qui gère ce barrage, et nous sommes partis dans une certaine mesure. Ce sont les évacuations d'eau du barrage de Nagbeto qui occasionnent des inondations en aval au Bénin, notamment à Grand Popo et à Tiémé. Je ne le dis pas pour condamner le barrage, pour dire que c'est le barrage qui crée exclusivement. Non, 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 on ne dit pas. C'est vrai qu'il y a le principe de pollueur-payeur, mais on le dit parce que c'est du fait des évacuations d'eau que les inondations arrivent. Il est important de rappeler ici que ce barrage nous aide. Au nombre des solutions durables dans la gestion des inondations, il y a la création des barrages. Et sur le fleuve Mono, il était prévu qu'on en crée 3. Il y a seulement Nagbeto, il y a Adjarala qui est en chantier. Et donc, si le barrage n'avait pas été là, peut-être que les inondations auraient été pires, parce que le barrage à lui seul retient des milliards de mètres cubes d'eau. C'est important. Mais il y a un seuil. Lorsque le réservoir de ce barrage est à ce seuil, 144 mètres sur mer, c'est-à-dire c'est la hauteur, à ce seuil de 140 mètres sur mer, les autorités en charge de la centrale sont obligées, pour éviter des ruptures de barrage, donc de faire des déversements prolongés pour que le barrage, le niveau du réservoir puisse rester à 144 mètres sur mer. Si ça dépasse ça, il y aura rupture de barrage et les dégâts sont plus importants. Et donc, je ne dis pas que c'est le barrage de Nagbeto qui est entièrement responsable des inondations, mais c'est quand même par le fait des actions de ce barrage que les inondations arrivent. Je reviendrai sur les solutions durables que propose le gouvernement par rapport donc à la gestion des eaux. Voilà pour ce qui concerne le niveau d'alerte, l'évolution dans nos bassins. Par rapport au nombre de sinistrés et au nombre donc de décès, du 7 à la date d'aujourd'hui, le nombre de décès dus aux inondations n'a pas évolué. Le 7 septembre, nous étions à 4 décès dus aux inondations. Et nous étions à 20 décès liés à l'eau. Je vais faire tout à l'heure la nuance. Alors, pourquoi nous faisons cette nuance? Généralement, en période d'inondation, on confond tous les décès et on les attribue aux inondations, ce qui n'est pas évident. Les décès dus aux inondations constituent un indicateur principal que nous suivons parce que c'est ça qui rend compte de la pertinence des politiques et des stratégies mises en place par le gouvernement et les acteurs. En 2021, à pareil moment, en septembre, nous étions à une dizaine de cas de décès dus aux inondations. Les décès dus aux inondations, c'est quoi? Les inondations elles-mêmes, qu'est-ce que c'est? Il y a inondation lorsqu'il y a submersion d'un espace qui ne recevait pas habituellement de l'eau. Mais la seule submersion de l'espace ne suffit pas pour parler d'inondation. Non, il aurait fallu qu'on tienne compte d'abord de l'importance des nuisances, du débit de l'eau, de la quantité et du débit de l'eau présent, et aussi qu'on voit quel est l'impact. C'est ça que j'appelle nuisance. Donc quand il y a de l'eau sur un espace qui n'était pas habituellement, qui ne recevait pas habituellement de l'eau, il faut voir d'abord la quantité, il faut voir le débit et il faut voir aussi les nuisances. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, on pourra parler d'inondation. Alors s'il y a décès sans que l'eau n'aille quelque part où elle n'avait pas l'habitude d'aller, on ne peut pas dire qu'il y a inondation. Je donne l'exemple d'un marigot. Nous sommes en saison de pluie, il pleut abondamment, c'est vrai.
Il y a un marigot qui est dans un village, quelqu'un va pour se baigner, il rentre dans le marigot, il se noie. Comme nous sommes en temps de pluie, les gens vont dire que c'est les inondations qui ont tué. Non, ça c'est un accident fluvial, c'est un accident lié à l'eau plutôt. Nous sommes en temps de pluie, certes, ça, je prends l'exemple des localités lacustres qui vivent sur l'eau en permanence. Les études ont défini des seuils d'alerte. Donc il y a des seuils où nous sommes en situation normale. Lorsque nous sommes en situation normale dans une localité lacustre qui vit habituellement de l'eau, si quelqu'un tombe et meurt, il n'y a pas... Ce n'est pas un décès dû aux inondations. Il n'y a pas encore montée des eaux. C'est pareil pour les chavirements de bacs qui causent le plus même de décès. Lorsque, par exemple, sur l'eau, quelqu'un manipule mal ou bien il y a surcharge de la bac et que cette bac chavire, il y aura des pertes en vie humaine, certes. Mais si nous sommes en situation normale sur l'eau, et on ne peut pas dire que ce sont les inondations qui ont tué. Non. Pour que les inondations tuent, il aurait fallu qu'il y ait d'abord inondation. Soit que l'eau soit montée à un niveau présentant des risques au niveau des localités lacustres, ou que l'eau ait atteint des espaces qu'elle n'avait pas l'habitude d'atteindre, qui est submersion, et que, encore que cette submersion doit présenter certaines caractéristiques que je viens d'énumérer. Voilà donc par rapport aux décès dus aux inondations et aux décès liés à l'eau. En ce qui concerne les sinistrés, dans le vocable international, on parle aujourd'hui de personnes touchées. Et là-dedans, il y a deux volets, les personnes directement touchées, c'est-à-dire ceux que la catastrophe ou la situation a directement impacté, et les personnes indirectement touchées, qu'on appelle généralement les personnes affectées. Le point qui avait été fait le 7 septembre concernait les personnes directement touchées par les inondations, et c'était de 10 000. Aujourd'hui, nous sommes passés à 37 000 de sinistrés. Je voudrais préciser que les points que nous faisons demeurent des points provisoires parce qu'au jour le jour, ces points sont actualisés. Au regard du rapportage qui nous est fait par nos points focaux de réduction des risques de catastrophe qui sont là dans les différentes communes, au regard de l'observation que nous faisons nous-mêmes et au regard donc des rapports que nous recevons également de la police républicaine, du Groupement national des sapeurs-pompiers, qui sont des acteurs essentiels. Donc nous croisons et nous analysons tous ces rapports-là avant donc de publier le rapport. Donc ce rapport demeure provisoire, il va évoluer. Ce que je voudrais dire, c'est que les indicateurs concernant les décès dus aux inondations traduisent et confirment la pertinence des politiques et des actions menées par le gouvernement et les acteurs aujourd'hui, parce que la courbe, elle est descendante. En 2020, nous avions plus de décès liés aux inondations. En 2021, nous sommes descendus. En 2022, nous descendons davantage et notre objectif, c'est de ne pas du tout avoir de décès jusqu'à la fin des saisons. Donc, je voudrais ici confirmer que ce que nous faisons, ça produit ses effets et que les politiques et les stratégies sont évidemment pertinentes. Eh bien, est-ce que, monsieur le directeur général, quand vous comparez la situation en cette période, cette année, par rapport à la même période l'année passée, est-ce que c'est plus grave ou bien c'est plus grave et c'est les mesures qui ont permis de maîtriser, de réduire le nombre de décès qui aujourd'hui est à 4? Oui, je pense que la situation elle est relativement plus grave, mais c'est les mesures qui ont été pertinentes et qui ont produit leurs effets. Je le dis parce que les hauteurs d'eau dans nos bassins, à pareil moment, dépassent de loin les hauteurs que nous avons eues en 2021. Donc, en principe, la situation elle est plus alarmante. Et les prévisions saisonnières ont indiqué clairement que les pluies seront excédentaires dans le nord. Et vous comprenez qu'il pleut beaucoup, et même jusqu'au centre. On a le cas de Savalou. Et cette année, il y a des ouvrages de franchissement qui ont été atteints par-ci et par-là. Ce n'est pas exclusivement les inondations, mais c'est aussi la durée de vie de ces inondations. Et le gouvernement savait déjà que ces inondations avaient une durée de vie et nécessitaient d'être repris. Et il y a déjà un plan qui est préparé. Plutôt les ouvrages d'affranchissement. Vous avez dit les inondations. C'est plutôt les ouvrages d'affranchissement qui ont une durée de vie et qui devaient être réfectionnés. Oui, les ouvrages de franchissement. Voilà. Je veux parler des ponts qui ont été endommagés par-ci, par-là. Ces ouvrages ont une durée de vie. Voilà. Et le gouvernement, dans son plan, a déjà pris les dispositions pour réfectionner, ou réhabiliter, ou refaire carrément. Vous avez compris que ce n'est pas pour rien que le ministre chargé des Transports est en train donc de descendre sur le terrain avec ses équipes
pour revoir et pour, disons, faire accélérer les travaux. Ça, ce n'est pas des surprises. Pourquoi nous disons que les politiques et les stratégies payent? C'est parce que ces politiques et stratégies réduisent l'effet surprise. En fait, les inondations tuent par surprise. Et c'est cette surprise que nous essayons d'éliminer, d'enrayer. Et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de morts. Nous les enrayons par le système d'alerte précoce, qui est un mécanisme qui fonctionne très bien. Nous essayons aujourd'hui d'aller même au niveau des communautés et nous parlons de plus en plus de systèmes d'alerte précoce communautaire. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit l'État central qui donc produise l'alerte et diffuse l'alerte, nous formons les communautés, nous les entraînons, nous les formons à produire elles-mêmes les alertes et à pouvoir les respecter pour avoir les bons comportements qu'il faut au moment qu'il faut. Donc voilà ce que je peux dire. Donc la sévérité, elle est là, mais ce sont les actions qui ont permis d'atténuer les effets donc, de ces inondations et d'en être à 4 décès pour le moment. Je précise que ce n'est pas encore la fin de la saison. Il va falloir atteindre la fin de la saison avant de savoir quel est effectivement le nombre de décès. Mais je présume, au regard donc, du travail qui a été fait, des actions qui ont été menées, je présume que nous aurons une saison qui présentera moins de dégâts par rapport à la saison 2021. Parce que nous avons une courbe de dégâts qui est descendante, qui diminue d'année en année. Alors, DG, vous venez de parler du système d'alerte précoce. Ce système mis en place se concentre sur 3 risques, à savoir la sécheresse, l'inondation et l'érosion côtière. Pour quelles raisons le dispositif d'alerte précoce n'est limité qu'aux inondations? Nous avons l'impression qu'il est limité aux inondations. Non, le dispositif d'alerte précoce n'est pas limité qu'aux inondations. Nous avons un dispositif d'alerte précoce multirisque qui, donc, comme vous l'avez cité, prend en compte plusieurs aléas. Mais c'est que les inondations qui, en dehors de la COVID-19, dont nous nous éloignons progressivement grâce aux efforts du gouvernement, c'est les inondations qui constituent le risque majeur. Et c'est pour cela qu'on a l'impression que tout se fait pour les inondations ou contre les inondations. Non, les autres risques sont suivis par les départements concernés. Nous suivons tous les risques, même au niveau de la mer, nous suivons le comportement de la mer. Il y a l'IROB qui est là, qui donc nous alerte. Alors, la gestion des catastrophes, c'est une affaire de tout le monde, je l'ai dit. Nous sommes une instance de coordination, mais nous ne faisons pas tout. Il y a beaucoup de ministères qui nous aident, nous appuient dans la mise en place et dans l'exploitation du système d'alerte précoce. Mais à pareil moment, en ce moment-ci, ce sont les inondations qui défraient la chronique, ce sont les inondations qui constituent le risque majeur, suivant donc le profil du risque qui a été dressé par les acteurs lors de l'élaboration du plan de contingence nationale. Alors, quelles sont les actions déjà menées par l'ANPC, les autres acteurs impliqués dans le cadre de la gestion des présentes inondations? Les actions menées, je vais peut-être les catégoriser en deux grands compartiments. Je vais parler des actions menées, mais qui sont tournées vers le développement, et parler également des actions qui sont menées, qui sont tournées vers l'urgence, c'est-à-dire sauver les vies humaines. J'ai rappelé tout à l'heure que la plateforme est proactive. Le ministre de l'Intérieur n'a pas attendu que les premières gouttes de pluie tombent avant de convoquer cette session. C'est la session de l'année 2021 qui avait déjà mis en place les mesures pour gérer au mieux la saison des inondations de 2022. Alors, parlant des actions, donc depuis 2021, la plateforme avait fait des recommandations à l'endroit des différents ministères. Et la première recommandation, qui est la plus forte de la plateforme, c'est qu'il faut faire de la gestion des risques de catastrophe une opportunité de développement. Et il faut faire de la gestion des risques de catastrophe une opportunité de développement. Il ne faut pas se consacrer tout le temps aux assistances humanitaires, attendre que la catastrophe se réalise, aller vers la population, faire le même défilé chaque année. Non, le Bénin est résolument engagé dans le développement durable, dans les solutions durables aux inondations. Et c'est pour ça que des actions permanentes qui durent dans le temps ont été prescrites à certains ministères. Je vais donner l'exemple du ministère du cadre de vie.
nous avons le programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Ça, le PAPC. PAPC, ça c'est important, c'est une première et nous devons saluer cet effort du gouvernement qui donc veut nous aider à sortir définitivement des inondations dans Cotonou. Et le gouvernement ne s'est pas arrêté seulement à la ville de Cotonou, il y a la ville de Parakou, la ville de Cotonou elle seule, ça fait près de 264 milliards, c'est important. Pour mobiliser ce financement, il faut comprendre que il faut avoir de l'ambition avant d'aller vers là. Et le gouvernement a cette ambition et c'est déjà une réalité. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou est une réalité. Et dans quelques années, nous aurons des souvenirs des inondations. D'ailleurs, rien que par le biais du programme d'asphaltage, les quantités de pluie qui tombent sur Cotonou sont excédentaires ces derniers temps. Ces quantités dépassent de loin celles qui tombaient il y a quelques années. Et pourtant, on ne se plaint plus. Alors, l'effet, c'est quoi? C'est parce qu'il y a eu ces ouvrages d'assainissement qui ont permis de faire écouler l'eau comme cela se doit. Nous n'avons pas l'habitude de vanter les mérites de ce qui est bien. Nous avons l'habitude au Bénin de dire ce qui va mal, de crier et de chanter ce qui va mal. Mais nous devrions aussi, à des moments donnés, prendre le temps de reconnaître les efforts qui sont faits et de monter au créneau pour dire il y a eu pluie, il y a eu des intenses pluies, qui dépasse même 100 mm, parce qu'à Cotonou, par exemple, lorsque vous dépassez le seuil de 100 mm de pluie, vous effleurez la catastrophe. Mais il y a eu des pluies à Cotonou qui ont dépassé les 100 mm. Et pourtant, on ne s'est pas plaint. Donc, il faut de temps en temps qu'on le fasse. Et nous avons besoin de votre appui, messieurs les journalistes, pour faire savoir ce qui est fait. Parce que quand c'est dit par quelqu'un d'autre, c'est un témoignage qui est beaucoup plus humble. Mais quand c'est soi-même qui le dit, on pense qu'on se vante. Et c'est peut-être pour ça que les acteurs que nous sommes, on se tait. Mais de temps en temps, c'est important de revenir dessus. Ah, donc, les programmes d'alphastage, les programmes d'assainissement pluvial, parce qu'il y a aussi les programmes d'assainissement pluvial des villes secondaires. Ça aussi, c'est en bonne voie. C'est un chantier et ça va démarrer bientôt. Donc, progressivement, mais sûrement, le Bénin sortira des inondations. Ça, c'est une action qui est menée et donc qui est permanente. Ça a été prescrit depuis l'année dernière, c'est en cours, ça se poursuivra. Une autre action qui a été prescrite et qui est menée, c'est les réformes qui interviennent au niveau du financement de la gestion des risques de catastrophe. Vous savez, vous avez une mission, il faut des moyens. Alors, il y a une réforme importante, j'en parlerai en détail, c'est le Fonds national de réponse aux catastrophes. Oui. C'est le financement de la gestion des risques de catastrophes qui a été réformé. Au point où aujourd'hui, la gestion des risques de catastrophes est un programme budgétaire. C'est-à-dire qu'on l'a hissé au plus haut niveau des politiques publiques. Troisièmement, nous pouvons parler également du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain. Parce que les populations... En fait, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est le croisement de l'aléa avec la vulnérabilité. S'il y a des aléas, tant que la vulnérabilité existe, il y aura le risque. Mais si l'on réduit la vulnérabilité, l'aléa va subsister, mais le risque ne se produira pas. Alors donc, par ce projet, on essaie de réduire la vulnérabilité des populations face aux différents aléas. Et c'est ce qui s'observe. Je m'arrête à ces trois exemples-là pour maintenant aller vers les actions qui sont menées pour l'urgence, les actions tournées vers l'urgence. C'est-à-dire, quand les inondations commencent, qu'est-ce qui est fait? Déjà, le ministre de l'Intérieur a demandé aux différentes plateformes, là nous sommes en fin juillet, d'activer le système de gestion des inondations au niveau de leurs ressorts territoriaux. Et donc, les préfets ont déjà été instruits, bien avant que la situation ne devienne préoccupante. Les préfets ont été instruits pour activer les plateformes au niveau départemental, se réunir. J'avais dit que la plateforme au niveau départemental a la même contexture que la plateforme au niveau national. Et donc, il y a toutes les instances déconcentrées de l'État qui sont membres. Il y a les représentants du système des Nations Unies, les représentants des zones humanitaires qui sont également membres de cette plateforme départementale. Donc,
elle a été activée. Au niveau communal aussi, les instructions ont été données pour que les plateformes communales soient activées. Pour ce qui nous concerne, nous avons aidé plusieurs communes à actualiser leur plan de contingence, parce que le plan de contingence, c'est le document de planification qui prévoit la liste des activités qu'il faut mener à court terme avant la catastrophe pour pouvoir minimiser les dégâts. Donc, nous avons aidé beaucoup de communes à actualiser leur plan de contingence. Sur ce volet, sur cette activité, je dois dire que nous sommes en partenariat avec l'ANAT, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, pour que les plans de contingence désormais prennent en compte l'aménagement du territoire. Nous avons constaté que dans nos villages, les gens meurent parce que les maisons, les habitations sont construites en banco, et lorsqu'il y a suffisamment plu et lorsque la terre est mouillée, ça s'écroule. C'est parce que ces parents construisent à des endroits où il ne faut pas construire. Et donc nous avons pensé qu'il faut associer l'aménagement du territoire, expliquer aux gens, rappeler aux gens que à ces endroits-là, il faut construire, à tel autre endroit, il ne faut pas construire. Ici, c'est approprié pour l'agriculture, là, c'est approprié pour autre chose. Donc nous aidons ces autorités communales à se rappeler de ces outils de planification qui existent, parce que certaines communes ont le schéma directeur de l'aménagement communal, mais ne l'utilisent pas, ne l'utilisent pas convenablement. Donc, les plans de contingence nouvelle génération que nous élaborons tiennent compte de l'aménagement du territoire, des changements climatiques et bien d'autres choses. Donc, nous avons actualisé plusieurs plans de contingence. Nous avons également actualisé le plan d'organisation des secours en cas de catastrophe d'envergure nationale. On ne sait jamais, on peut tout prévoir. Il y a un général qui a dit « Aucun plan ne subsiste au premier coup de canon ». Vous avez beau planifier des choses, mais dans la réalité, quand vous rentrez dans le feu de l'action, il y a toujours des changements. Et donc, nous avons pensé que peut-être le pire pourrait souvenir, peut-être. Et donc, nous avons déjà actualisé le plan d'organisation des secours au plan national. Nous avons aussi fait des sensibilisations. Et ça, c'est très important, je veux insister dessus. Les sensibilisations, c'est de l'investissement, contrairement à ce qu'on pense. Sensibiliser une personne, c'est la préparer à se soustraire de tout risque. Et c'est de l'investissement. Nous avons entrepris donc cette sensibilisation et nous avons changé de méthode. Il ne s'agit pas pour nous de rassembler des gens et de leur parler. Non, nous faisons plutôt des sensibilisations de proximité, des dialogues pour convaincre, pour que le citoyen qui nous écoute soit convaincu de son rôle de coproducteur de protection civile et qui s'engage librement, sans être outre mesure contraint. Et c'est ce que nous faisons. Et nous le faisons aussi en langue, puisque la majorité de nos populations ne comprennent pas le français. Nous le faisons en langue, par exemple. Surtout dans les zones à risque. Parce que nous avons la cartographie des zones à risque d'inondation. Donc, nous le faisons en langue, nous sensibilisons les populations et ça a déjà commencé. Peut-être que nous ne sommes pas venus sur votre plateau, mais nous allons au niveau des radios communautaires, nous animons des émissions interactives pour expliquer aux populations quels sont les comportements qu'il faut avoir, les bons et les mauvais. Il faut se départir des mauvais comportements et il faut plutôt adopter les bons comportements. Nous avons des plaquettes qui nous permettent de faire cette sensibilisation. Sur cette plaquette-là, il est décrit ce qui doit se faire avant les inondations, ce qui doit être fait avant les inondations et ce qui doit être fait après les inondations, acteur par acteur. Le citoyen étant l'acteur essentiel, étant le socle même de la gestion des risques de catastrophe, nous mettons donc l'accent sur ce citoyen-là et nous lui parlons, nous lui disons ce qui doit être fait. Nous avons aussi introduit une communication en Conseil des ministres. Vous savez, on a planifié que cette année, c'est la réforme FONCAT qui doit être opérationnelle, mais c'était sans compter sur les réformes de l'administration territoriale. Les réformes de l'administration territoriale ont mis en place des nouveaux organes de gestion qui donc impactent la protection civile. Et cela nous a amené à donc arrêter un peu le processus de FONCAT le temps que ces nouveaux acteurs soient formés sur comment est-ce qu'il faut gérer le FONCAT. Parce que ce n'était pas eux qui étaient là, ils viennent d'arriver, il faut qu'on les forme
à l'outil FONCAT avant de leur demander donc de s'en servir. Et c'est pour cette raison essentiellement que nous avons encore une fois été amenés à introduire une communication en Conseil des ministres pour demander des moyens pour répondre aux urgences. Sinon, si le FONCAT avait fonctionné à plein temps, s'il n'y avait pas eu les réformes de l'administration territoriale, c'est le FONCAT qui aurait fonctionné et c'est les communes elles-mêmes qui interviendraient parce que le gouvernement a voulu décentraliser la gestion des risques de catastrophe. Et ça fait école. Lorsque nous en parlons dans la sous-région lors des ateliers, les gens sont émus et ils veulent bien aller à notre école et nous les aidons à cela. Donc, voilà ce qui a été fait. Cette communication a été adoptée le 7 septembre 2022. À la toute première réunion du conseil d'administration. Donc, c'est vous dire auquel point le gouvernement est préoccupé par le bien-être des populations. Et cela, c'est d'ailleurs d'autant plus possible que tout un pilier a été dédié à l'amélioration du bien-être des populations dans le programme d'action du gouvernement. Donc, voilà quelques-unes des actions. Cette communication qui a été adoptée a mis des moyens à la disposition de la plateforme et ces moyens permettront donc de renforcer les mesures qui ont été déjà prises. C'est pour ça qu'on parle de renforcement. On n'a pas croisé les bras jusqu'à maintenant. Des actions ont été menées, mais il faut les renforcer. Donc voilà brièvement les actions qui sont menées. Je profite de votre antenne pour remercier le gouvernement, remercier les différents acteurs à différents niveaux pour leur implication dans la gestion des risques de catastrophe. Monsieur le directeur général, la situation dans le bassin du Niger, l'alerte est au rouge. Dans l'Ouémé, c'est pareil. Dans le bassin du fleuve Mono, la situation est en train de changer au fur et à mesure. Ce n'est pas encore au rouge, mais ça risque de venir. Face à cette situation, à quoi les populations doivent-elles s'attendre? Face à cette situation, les populations doivent continuer de respecter les consignes que nous leur avons données. Il y a eu des consignes de protection civile qui ont été données. Quand je citais les actions, par exemple, je n'ai pas mentionné, mais j'en reviens. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a fait publier un communiqué qui donc donne l'essentiel des comportements qu'il faut éviter. Nous insistons là-dessus. Les populations doivent éviter ces mauvais comportements qui ont été dénoncés. Pour les prochains jours, les populations recevront certainement de l'assistance humanitaire parce qu'il y en a qui donc ont été contraints de quitter leur résidence habituelle. Il y en a qui ont perdu des biens. Ça, ce sont les personnes directement touchées. Il y en a qui ont perdu peut-être des biens de façon indirecte ou qui ont perdu des bénéfices de façon indirecte. Les assistances humanitaires vont être déployées dans les tout prochains jours à l'endroit de toutes ces personnes sinistrées. Mais je voudrais dire que l'assistance humanitaire aujourd'hui ne fait plus partie des priorités d'action de l'Agence nationale de protection civile. La priorité d'action, c'est d'aller vers des solutions durables. C'est d'aller vers la prévention, éviter que le risque ne survienne. Il ne faut pas attendre que le risque se réalise et aller vers les populations. Mais comme nos populations sont habituées à cette manière depuis des années, c'est difficile pour elles de se soustraire. Et c'est ça qui explique par moments les dégâts que nous observons. Sinon, en principe, si les consignes ont été bien suivies, les dégâts devraient être moindres. Nous connaissons la cartographie des risques des zones inondables. Nous les connaissons. Et avant chaque saison, nous rappelons aux parents qui sont à ces endroits de se déplacer. En principe, ces parents ne devraient plus résider là parce qu'il y a des tests qui interdisent de résider. Mais les populations s'entêtent, vous comprenez, la mentalité. Certaines personnes vous diront je ne peux pas quitter ce lieu où j'habite depuis des dizaines d'années parce que mon papa a été enterré ici. D'autres vous diront non, mais c'est ici, je suis né et j'ai vu mes parents ici, nos fétiches sont ici, je ne peux pas quitter ici. Mon papa, avant de mourir, m'a dit qu'il faut entretenir le fétiche. Et vous avez de ces explications, c'est culturel, c'est vrai, il faut sauvegarder la culture. Mais est-ce qu'il faut sauvegarder la culture pendant que nous mourons? Je ne pense pas.
il y a une autre manière de sauvegarder la culture. On peut bien sauvegarder la culture en sauvegardant sa propre vie. Et c'est dans cette logique que nous sommes. Donc, il faut forcément que les populations respectent les consignes que nous leur donnions pour recevoir l'assistance. L'assistance humanitaire de cette année va obéir, comme pour les autres années, au principe de l'assistance humanitaire, à savoir le principe d'humanité, le principe de neutralité, d'indépendance et le principe d'impartialité. Et je profite de votre plateau pour sensibiliser les populations, pour dire que l'assistance humanitaire n'est pas de l'aumône. Suivant ces principes, vous pouvez être inondé sans pour autant recevoir de l'assistance parce que vous n'êtes pas pour autant vulnérable. Il n'est pas possible de donner de l'assistance à tout le monde suivant ses besoins. Non, ce n'est pas possible. Généralement, les besoins d'assistance exprimés sont au-delà des disponibilités financières et budgétaires. C'est ainsi partout. Il n'est pas possible d'assister tout le monde suivant ses propres besoins. Non, on fait un arbitrage. Et l'arbitrage se fait sur la base de la vulnérabilité, suivant le principe d'équité, qui est un principe qui découle du principe humanitaire d'impartialité. Le principe d'équité voudra dire quoi? On vous donne suivant vos besoins. On ne vous donne pas parce que vous avez été sinistré. Si vous êtes, par exemple, sinistré des inondations, je donne un exemple, vous me le permettez, vous avez plusieurs habitations. Vous disposez d'un revenu quand même important. L'une de vos maisons a été sinistrée, cela ne vous a pas empêché de déménager vers une autre maison et de vivre, de manger à votre faim. Est-ce que pour autant, parce que votre maison a été recensée sur la liste des maisons inondées, est-ce que pour autant on doit vous donner l'assistance? Non. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. Et ce n'est pas pertinent. Et cela n'obéit pas au principe humanitaire. Parce que c'est vrai que vous avez une maison inondée, mais vous en avez d'autres. Vous avez d'autres et vous pouvez subvenir à vos besoins, quoique votre maison ait été inondée. Le principe d'équité voudrait qu'on donne à ceux qui en souffrent, ceux qui en ont réellement besoin, et qui, sans avoir ce que vous allez leur donner, ils vont peut-être perdre leur vie. Donc, c'est ça que nous suivons, et parfois, nous faisons l'objet de critiques à des gens qui ne comprennent pas pour dire on a préféré telle localité à telle autre, on a privilégié telle commune à telle autre, on a donné de l'assistance à telle, on ne nous a pas donné. Non. Nous voyons le budget disponible, nous voyons les moyens qui sont disponibles, c'est-à-dire les produits alimentaires et non alimentaires, parce que nos assistances humanitaires, c'est essentiellement en produits alimentaires non alimentaires, et aussi en assistance psychologique. Parce que le ministère des Affaires sociales et de la microfinance nous appuie sur ce volet-là en mettant à disposition des experts dans le domaine. Donc, nous voyons tout ça avant donc de planifier les assistances humanitaires. Et donc, si une commune a subi des inondations et qu'elle ne se retrouve pas sur la liste ou que toutes ces localités ne se retrouvent pas sur la liste, il ne faut pas que cette commune prenne cela mal. C'est justement parce que nos données nous permettent de hiérarchiser les vulnérabilités. Et si nous constatons que vous êtes vulnérable, certes, mais pas au même degré qu'un autre, nous préférons celui qui est plus vulnérable à celui qui l'est moins, compte tenu des budgets que nous avons. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport aux assistances humanitaires et dire que nous sommes en transition et que de moins en moins nous allons assister à ces assistances humanitaires. Elles vont demeurer, mais elles seront réduites au fur et à mesure pour aller à l'essentiel. Et cela me permet de lancer un appel à ces autorités communales, à ces partenaires qui donc surévaluent les dégâts. Parce que les rapports qui nous viennent, il y en a qui ne sont pas du tout objectifs. Ce n'est pas l'occasion et le lieu d'en parler, mais je le dis pour que les gens comprennent que nous faisons du sérieux et que nous allons vers de nouveaux objectifs, à savoir tourner la gestion des risques de catastrophe vers le développement. Les assistances humanitaires seront subsidiaires parce que dans notre ambition, désormais, il n'y aurait même plus inondation pour qu'on parle de sinistrés. C'est bien parce qu'il y a inondation qu'on parle de sinistrés. Mais notre ambition, c'est d'éviter que ces inondations surviennent. Lorsque, par exemple, le programme d'assainissement pluvial va venir à son terme, il n'y a pas de raison qu'on ait encore des sinistrés, des inondations ici, tout comme on en avait. Donc, voilà l'objectif. Et pour y parvenir,
il faut rationaliser l'utilisation des moyens. Ce n'est pas qu'on est méchant, ce n'est pas qu'on n'aime pas les populations, c'est dans leur intérêt qu'on le fait, parce que la sécurité recommande parfois que vous agissez contre le gré des populations, c'est-à-dire contre leur volonté, et c'est le cas. Lorsque vous avez 1000 francs et que vous soustrayez 1 franc des 1000 francs, vous n'avez plus 1000 francs. Exactement. Vous avez 999 francs. Lorsque vous avez un programme qui doit vous coûter 1000 francs, si vous enlevez 1 franc, vous ne pouvez plus mettre en place ce programme. Et donc, les programmes de prévention qui existent, qui nécessitent de fortes sommes d'argent, ont des montants. Et il faut qu'on travaille à atteindre ces montants. Et la solution, c'est de réduire les assistances humanitaires qui coûtent plus cher que la prévention. C'est de les réduire de façon progressive pour pouvoir mobiliser davantage de ressources vers la prévention. En le faisant, certains vont penser qu'on se trompe de chemin et qu'on n'aime pas la population. Non, c'est faux. Je crois que le gouvernement ne veut pas réaliser des économies factices. Et c'est important. Réaliser une économie factice, c'est une économie qui trompe. C'est de faire croire à la population qu'on les aide. Investir 200 millions pour gérer une inondation, faire des assistances, c'est rien du tout. Mais quand vous le faites 5 sur 5 ans, ça fait 1 milliard. Alors qu'avec 1 milliard, vous évitez pratiquement ou vous essayez de mitiguer les risques. C'est-à-dire, même si l'aléa se réalise, les conséquences seraient minimes. Or, ce que les gens veulent, ce que certaines parties des populations qui ne comprennent pas veulent, on attend que les inondations viennent, on crie au secours et on demande de l'assistance et on a de l'assistance. Oubliant qu'avant d'avoir cette assistance, il y a déjà eu des pertes en vies humaines, il y a eu des dégâts matériels sur les infrastructures, oubliant que soi-même on a perdu ses biens et que ce que l'on reçoit comme assistance n'est jamais égal à ce que l'on a perdu. Alors le gouvernement a préféré aller dans le long terme pour éviter que ces pertes-là ne surviennent, parce que ce qu'on leur donne, la réponse coûte 6 à 8 fois plus cher que la prévention. Donc voilà la logique dans laquelle le gouvernement est résolument tourné vers la prévention. Ça peut entraîner peut-être des incompréhensions au niveau des populations, parce qu'elles vont se dire mais pourquoi on ne nous donne pas assez de produits alimentaires, pourquoi on ne donne pas assez de produits non alimentaires, pourquoi depuis que les inondations ont commencé on n'a pas reçu ci, on n'a pas reçu ça. Non, ce n'est pas que le gouvernement est sourd, ce n'est pas que les acteurs sont sourds à leurs cris de détresse, non, mais c'est parce que les acteurs pensent que la meilleure manière de faire, d'assurer leur sécurité, c'est d'aller vers le développement, d'aller vers des investissements lourds en matière de prévention des risques de catastrophe. Et c'est ce que j'ai expliqué. Et c'est ce que nous expliquons effectivement aux populations. Et heureusement, elles comprennent. Et c'est pour ça que vous n'entendez plus des cris de détresse à longueur de journée. Mais il y en a. Et on essaiera encore une fois d'aller dans la transition en apportant des assistances humanitaires, mais elles vont se réduire au jour le jour au profit des investissements lourds qui donc à terme vont produire plus d'effets positifs. Est-ce que, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il peut ne pas y avoir d'inondation au Bénin? Et l'autre question, est-ce que vous vous rassurez que les assistances humanitaires parviennent véritablement aux populations sinistrées? Est-ce que nous pouvons nous inscrire dans un schéma où il n'y aurait pas d'inondation au Bénin? C'est difficile. C'est difficile de le dire. Mais quand je dis que dans quelques années, les inondations seront de mauvais souvenirs, je parle des dégâts. Il peut y avoir d'inondations sans qu'il n'y ait de dégâts ou des dégâts moindres. Encore que les inondations qui subsisteraient, par exemple, au programme d'assainissement pluvial, ne seront pas du tout des inondations significatives. Puisque en réalité, la gestion des inondations, c'est un travail d'assainissement. C'est un travail d'urbanisation. Et c'est ce que le gouvernement a compris et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. L'eau finit toujours par aller là où elle doit aller. Si vous la perturbez, elle vous perturbera. Si vous la laissez aller chez elle, elle ira chez elle tranquillement et vous laisserez en paix. Et c'est ce que nous faisons. Des collecteurs seront construits, de grands collecteurs seront construits pour que l'eau puisse aller chez elle, au niveau des exutoires. Que ces exutoires soient des exutoires créés ou des exutoires naturels. Parce qu'on peut aussi créer des exutoires, par exemple les ouvrages de rétention d'eau. Tout ça, c'est prévu.
c'est acté. Et il ne reste que l'investissement pour le faire. Et ces investissements est déjà mobilisé pour la plupart. Il ne reste que la réalisation. Il faut du temps. Il faut du temps. On ne peut pas construire un collecteur du jour au lendemain. Il faut du temps. Mais pendant qu'on le fait, la population doit comprendre et patienter que bientôt, les inondations ne seraient que de mauvais souvenirs. Et je le dis en parlant par rapport aux dégâts que cela engendre. Votre deuxième question, c'est de s'assurer. Vous me demandez si nous nous assurons que les assistances humanitaires aillent vers la cible. Vers la cible. Ça, c'est une question fondamentale. La redevabilité. C'est un principe fondamental également auquel nous sommes assujettis en tant qu'Agence nationale de protection civile. Nous veillons à cela. Nous veillons à cela par rapport à la collaboration avec les acteurs des plateformes. Parce que nous sommes une agence, nous sommes le secrétariat permanent de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe, mais il y a des plateformes départementales, il y a des plateformes communales. Et donc, nous commençons par la base. C'est d'abord au niveau de la plateforme communale, parce qu'au moins, elles ont l'autonomie financière. Nous n'allons pas en ce moment vers les arrondissements, vers les villages, parce que là, il y a problème. Puisque le chef d'arrondissement n'a pas un budget, le chef de village n'a pas un budget pour prendre les mesures de secours, même si la loi lui demande cela. Mais le maire, lui, en a. Et donc, nous allons vers ces autorités communales et nous travaillons en amont. Nous avons déjà demandé à toutes les communes de faire l'évaluation des dégâts. Parce qu'on les a formés. Il y a, disons, des fiches qui sont faites pour ça. Il s'agit de voir quel est le nombre de décès. Il s'agit de voir quelles sont les habitations qui ont été détruites. Il s'agit de voir quels sont les ouvrages de franchissement, d'assainissement qui ont été endommagés. Il s'agit de voir quelles sont les écoles, les collèges qui donc ne sont plus accessibles ou endommagés. Les centres de santé également. Donc, nous avons cet outil-là qui existe. L'outil d'évaluation des dégâts existe et cet outil est à la disposition de toutes les communes. Comme nous parlons des inondations, c'est les communes à haut risque d'inondation ou les communes inondées qui sont concernées. Donc, première chose à faire, ces communes évaluent les dégâts. Et cette évaluation, elle n'est pas toujours objective comme elle devrait l'être. Nous avons à notre sein, à notre niveau, au niveau de l'agence, d'autres mécanismes qui nous permettent d'apurer les informations que ces communes nous envoient. Lorsque nous avons ces informations, la liste des sinistrés est dressée. Et cette liste des sinistrés, c'est ça qui va servir de base pour la répartition des assistances humanitaires suivant les besoins et les habitudes alimentaires de la localité. Nous n'allons pas donner, par exemple, du maïs à celui qui ne sait pas manger du maïs. Ce n'est pas pertinent. Donc, les principes humanitaires recommandent que l'on tienne compte des habitudes alimentaires de la population sinistrée pour faire les assistances. Nous respectons cela. Et quand donc, nous faisons la planification par rapport au budget disponible, ça, vous savez très bien que la règle économique numéro 1 à laquelle nous sommes tous confrontés, c'est l'adéquation des ressources très limitées aux besoins illimités. De toute part, l'homme a toujours exprimé des besoins illimités. Je veux ceci, je veux cela. Mais les ressources, elles sont limitées. Elles ne sont pas élastiques non plus. Donc, le budget qui est disponible nous permet d'acquérir une certaine quantité de produits alimentaires et non alimentaires que nous mettons à la disposition des communes suivant le degré de vulnérabilité. Et lorsque nous avons la liste des sinistrés, c'est les sinistrés les plus vulnérables qui sont servis. Si ce que nous avons ne permet pas de servir tout le monde, on ne peut pas servir tout le monde. On s'occupe des plus vulnérables. Et ce travail est fait collégialement, parce que la NPC seule ne peut pas le faire. Rappelez-vous que au sein de la plateforme, il y a tous les ministères. Oui. Et donc, nous faisons ce travail en liaison avec les centres de promotion sociale, en liaison avec les autres ministères qui sont représentés au niveau communal, pour s'assurer que la liste, elle est vraiment objective et qu'elle a été établie de façon transparente et que tous ceux qui y figurent sont des gens réellement sinistrés. Parfois, on va faire des observations sur le terrain pour nous assurer cela. Donc, soyez rassurés que les assistances humanitaires ne sont pas détournées.
Si elles le sont, c'est à notre insu, mais nous prenons les mesures pour qu'il n'en soit pas ainsi. Et je doute fort, je parie qu'il y ait un cas d'assistance humanitaire qui soit détourné. Ça va toujours vers les sinistrés. Et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a toujours demandé cela, m'a toujours instruit pour veiller à cela. Et à mon tour, j'instruis mes collaborateurs et les maires aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, les assistances humanitaires se font publiquement. Ce qui est donné, c'est médiatisé. Donc la population sait quelle quantité est arrivée. Et les populations sont membres de la plateforme. Elles sont représentées, elles participent aux travaux. Elles savent ce qui est donné, elles savent comment ça a été réparti. C'est affiché même par moment. Donc je crois que sur ce point-là, il n'y a pas de doute. Je pourrais vous rassurer qu'il n'y a pas de doute. Monsieur le contrôleur général, toujours par rapport à l'assistance, des fois, les sinistrés trouvent que l'assistance arrive un peu en retard ou bien un peu tard, si je peux ainsi parler. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Oui, c'est vrai. Là, vous me permettez d'intervenir par rapport aux difficultés que nous rencontrons dans le cadre de la gestion des risques de catastrophe. Parfois, l'assistance vient en retard, non pas du fait de l'Agence nationale de protection civile, mais c'est du fait, disons, des procédures actuelles. En l'état, quoique nous ayons un fonds d'urgence, parce que ça c'est aussi une confusion qui est semée et que ce serait bien que je lève l'équivoque aujourd'hui. Lorsqu'on parle de fonds d'urgence de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe, cela ne veut pas dire que ce fonds est utilisé sans le respect des procédures budgétaires et comptables. C'est archi faux. À l'étape d'aujourd'hui, c'est-à-dire à l'état des tests. Lorsque vous recevez le fonds d'urgence, vous devez suivre les procédures budgétaires et comptables et les procédures d'acquisition de biens par rapport au code des marchés publics. Cela prend du temps. Cela prend un peu du temps, malheureusement. Mais nous sommes tenus parce qu'il faut dépenser le denier public comme il le faut. On n'a pas de l'or, on n'a pas du pétrole. C'est nos propres contributions qui nous aident à aller de l'avant. Et donc, il faut gérer ça de façon saine. Et c'est pourquoi moi, je ne trouve pas d'inconvénient majeur en l'état à ce que le fonds d'urgence, quoi qu'il soit fonds d'urgence, soit dépensé suivant les règles budgétaires et comptables. Mais j'aurais bien voulu qu'il y ait des dérogations. J'aurais bien voulu qu'il y ait des dérogations parce que, à terme, l'effet que cette assistance devrait produire n'est plus produite. Vous savez, lorsque vous êtes en situation de détresse, un jour vous paraît comme un mois. Et un mois vous paraît comme une année. Donc, les cris des populations sont compréhensibles. On peut comprendre. Lorsque vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital, une minute, ça vous paraît comme une semaine ou un jour. Pourquoi le docteur ne m'a-t-il pas examiné? Pourquoi on me laisse? C'est exactement la même chose. Donc, mieux on porte l'assistance rapidement, mieux ça vaut. Dans les délais de 24 heures à 72 heures, mieux ça vaut. Mais les procédures en l'état actuel ne nous permettent pas de le faire. Et c'est de là que je salue l'initiative, la réforme dans le financement de la gestion des risques de catastrophe que constitue le Fonds 4. Le Fonds 4 vient répondre à cette difficulté de lourdeur de procédure. Le Fonds 4 vient répondre à cette difficulté de lourdeur de délai d'acheminement des assistances vers les populations sinistrées. Vous imaginez que nous sommes à Cotonou ici. On a des localités sinistrées à 700 km. Quand vous allez acquérir l'assistance ici, il faut parcourir 700 km avec cette assistance, avec tous les risques liés au transport. Le camion peut peut-être tomber en panne, il peut y avoir des intempéries, pendant que les autres sont en détresse, ils attendent. C'est pour régler tous ces problèmes que le Fonds 4 est né. Et justement, DG, que devient le Fonds national de réponse aux catastrophes? Oui, le fonds d'urgence, c'est un fonds qui va toujours exister, mais qui sera en veille. Lorsque le fonds 4 va être totalement opérationnel, le fonds d'urgence va être en veille. Et ce fonds d'urgence peut être orienté, par exemple,
vers les infrastructures de développement, par exemple. Je vous l'ai dit. Parce que là, c'est des planifications. Quand vous voulez construire un ouvrage, vous ne le faites pas du jour au lendemain, ce n'est pas en 24 heures. Vous prenez le temps de planifier. Et vous avez le temps de faire les procédures pour décaisser les fonds. Il n'y a pas de problème. Mais pour la vie humaine, c'est des délais très courts qui constituent les normes. Dans les normes, lorsque la personne est en détresse, il faut intervenir dans les 72 heures, 24 heures à 72 heures. C'est ça qui constitue les normes. Et cela s'observe dans notre culture. Quand quelqu'un est en danger ou quelqu'un est éploré, lorsque vous allez soutenir cette personne, les premières heures du décès, mais la valeur de votre geste est plus grande que lorsque vous attendez 10 mois, 1 an pour venir saluer la personne. Et donc, c'est la même chose. Quand quelqu'un est en détresse, quand quelqu'un souffre, la personne n'a plus de toit, la personne n'a plus de quoi manger. Même si c'est un pain que vous lui apportez, cela vaut plus qu'un plat garni, qu'une cuisse de bœuf que vous lui apportez des jours ou des mois après. Donc, nous sommes dans cette logique et le Fonds national de réponse aux catastrophes vient régler le problème de façon définitive. Ce fonds qui a été mis en place en 2020 fait école, je l'ai dit tantôt. La première ambition de ce fonds, c'est d'assister les populations dans les délais légaux, conformément aux standards internationaux, 24 heures à 72 heures, en décentralisant la gestion des fonds et en transférant directement ces fonds-là aux communes. Vous comprenez que si, par jeu d'écriture, la commune reçoit 1000 francs, qu'elle pourra rapidement acheter les vivres et les non-vivres pour assister les populations, que si l'agent national de protection civile recevait 1000 francs. Parce que si l'agent reçoit ici, l'agent doit transporter tout ce qu'elle a acquis ici, faire des milliers de kilomètres vers la commune de Karimama, par exemple. Donc, le Fonds 4 règle ce problème, de délai de procédure. Le Fonds 4 a prévu des délais simplifiés de procédure qui permettront donc aux organes qui en seront chargés donc, de répondre dans les délais conformément aux standards internationaux aux cris de détresse, aux cris de détresse des populations en urgence. Ça, c'est un premier atout, un atout fondamental. Le deuxième atout, je l'ai mentionné tantôt, c'est la décentralisation. Le Fonds 4 ouvre le champ des acteurs de réduction de risque de catastrophe vers même le secteur privé. Et ça, c'est essentiel. L'État, lui seul, ne peut plus tout faire. Les ONG à vocation humanitaire peuvent se faire aujourd'hui accréditer auprès donc du Fonds 4, c'est-à-dire du Conseil d'orientation stratégique, du Fonds national de réponse aux catastrophes, pour exercer les mêmes fonctions que l'État lui-même, que les collectivités décentralisées elles-mêmes. Vous voyez que c'est de la compétition que naît l'excellence. Lorsque, par exemple, on comprendra, lorsque dans une localité, les populations comprendraient que telle ONG à vocation humanitaire est plus performante dans la distribution de l'assistance humanitaire que peut-être une structure décentralisée ou nationale ou déconcentrée, eh bien, les populations vont préférer aller vers cette structure privée. Et même nous-mêmes, qui sommes au secrétariat, nous allons recommander cette structure-là. Donc, nous allons vers une rationalisation des moyens, de sorte que le franc CFA qui est dépensé atteigne son but et produit ses effets. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à votre question. Alors, vous venez d'énumérer quelques difficultés que vous rencontrez dans le cadre de la gestion de ces inondations. Eh bien, DG, quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour surmonter les difficultés dont vous venez d'énumérer? Oui, la difficulté, j'ai parlé de la première difficulté, j'ai parlé du manque, de l'insuffisance de fiabilité des rapportages, de l'évaluation des dégâts qui nous parviennent. Alors, par rapport à cette difficulté, je ne mets pas en doute la bonne foi des autorités communales. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il faudrait que ces autorités communales comprennent que la protection civile, c'est la sécurité. Et que tout ce que l'on fait concourt à la sécurité des citoyens, de leurs ressortissants. Et que les acteurs soient instruits pour faire un travail objectif. La difficulté est que parfois nous sentons une intrusion de la politique
un peu sur le terrain, une incursion de la police sur le terrain de la protection civile, ce qui n'est pas une bonne chose. Parfois, il y a peut-être des complaisances dans le cadre de l'évaluation. Puisque telle localité vote pour moi, il faut bien que cette localité soit sur la liste des sinistrés, au premier rang. Puisque dans cette zone, ce ne sont pas mes militants, quand bien même ils vivent dans l'eau et qu'ils sont malades et qu'ils subissent les affres des inondations, on ne remonte pas les cris de détresse, ils ne sont pas des sinistrés. Alors, je lance un appel aux autorités communales pour leur demander de nous aider. La protection civile ne joue pas avec la protection, avec la politique. Ça ne fait pas du tout bon ménage. Parce que si ce jeu continue, c'est que nous aurons des dégâts. Pas seulement aujourd'hui, mais demain. Et ce serait regrettable. Et les populations elles-mêmes comprendraient qu'en réalité, celui qui pensait les aider ne les a pas aidés. Donc, il faut de la sincérité dans le rapportage. Et par rapport à cela, nous avons mis en place un outil, je dirais, de contrôle, un outil qui est plus fiable. Cet outil est mis en place avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement qui nous a appuyés. Cet outil s'appelle la cartographie des risques d'inondation, qui donc a généré une application SIG-Web qui nous permet aujourd'hui d'avoir une idée relativement objective et fiable des dégâts des inondations dans les communes. Cet outil a été mis en place, je l'ai dit, par l'aide du programme des Nations Unies. Cet outil n'est pas encore totalement opérationnel. Il reste certains terminaux à acquérir parce que ça fonctionne avec les ordinateurs. Il faut entrer des données avant que l'application ne fonctionne. Il faut disposer d'Internet à haut débit. Donc, tout ça, nous sommes en train de parfaire cela. Et dès que cet outil sera entièrement sur place, nous n'avons plus besoin forcément d'aller nous-mêmes sur le terrain pour faire des contre-expertises, mais avec l'outil déjà dans notre bureau, nous savons de façon concrète quelle est l'ampleur des dégâts sur le terrain. Donc cette difficulté de fiabilité des rapports qui nous parviennent est en train d'être résolue, sinon presque. Et ça fait une économie. C'est l'une des stratégies que nous avons mises en place dans le cadre de la gestion des risques de catastrophe. C'est une économie pour l'État. Parce que quand il y a catastrophe, auparavant, il faut que l'agence se déplace, aille sur le terrain, faire une évaluation des dégâts, ça fait des coûts. Lorsque vous faites déplacer un fonctionnaire de police, il faut lui payer les frais de mission. S'il fait 10 jours, si on suppose que les frais de mission, ça dépend de son indice, on prend le maximum, 45 000, ça fait 450 000. 450 000, ça peut nourrir déjà des sinistrés. Donc nous réalisons cette économie pour l'État, pour que désormais, on ne soit plus obligé d'aller sur le terrain pour faire des contre-évaluations pour régler le problème de la fiabilité, donc des données qui nous parviennent à cause des relents politiques qui surviennent de par-ci, par-là. Mais je précise que ce n'est pas la plupart des communes qui le font. Il n'y a que quelques communes, elles ne sont pas du tout nombreuses. Je crois que d'ici à là, celles qui le font vont cesser de le faire, je crois bien. Deuxième difficulté que nous avons essayé de résoudre, c'est les problèmes de délai d'acheminement de l'assistance. C'est les problèmes de procédure. Et ces difficultés, le Fonds 4 les a résolues. Le Fonds 4 est déjà opérationnel à 75-80%. Il ne reste qu'à former, par exemple, les secrétaires exécutifs qui deviennent les ordonnateurs des budgets au niveau communal. Ce n'était pas pareil, c'était les maires. Et entre-temps, nous avions travaillé avec les maires dans ce sens. Mais puisque cette année, je crois en avril, les secrétaires exécutifs ont été installés et que c'est eux qui deviennent maintenant les ordonnateurs, il faut qu'ils comprennent comment est-ce que l'outil fonctionne. Comment est-ce qu'ils doivent faire les demandes d'accréditation, comment est-ce qu'ils doivent gérer les fonds. Donc, ces formations sont déjà programmées. Ça va être pour bientôt. Le Conseil d'orientation stratégique qui est présidé par le ministre d'État chargé de l'économie et des finances se réunit régulièrement. Il y aura une autre réunion la semaine prochaine pour pouvoir prescrire les orientations qu'il faut à nous autres qui sommes le comité technique de pilotage du Fonds 4, techniciens donc, du Fonds 4, d'aller former les acteurs donc, du Fonds 4 au plan communal, les outiller, pour que dès l'année 2023, au plus tard, ce Fonds 4-là soit utilisé. Et je vous dis bien, en 24 heures, la commune peut apporter des réponses aux cris de détresse de ces populations
puisque le décret a été clair là-dessus et les ministres qui sont membres du FONCAD sont disponibles. Il est même dit que même si c'est un week-end, ils doivent se réunir et ils sont prêts. Ils sont signataires du décret, ça veut dire qu'ils sont engagés. Et cela témoigne de l'importance qu'accorde le gouvernement à la gestion des risques de catastrophe au Bénin. Monsieur le directeur général, quel appel, quel message pourriez-vous lancer à l'endroit des populations et les autres acteurs qui vous accompagnent dans la gestion de ces inondations? Des appels, il y en a. Je vais peut-être citer quelques-uns, faire quelques appels. Le premier appel, je voudrais m'adresser à vous, à la presse en général, pour d'abord remercier la presse pour le travail qui est fait, mais demander que cela soit fait davantage. Parce que parfois, les écrits dans les journaux, ce qui est médiatisé crée de la psychose. Et cette psychose n'arrange pas les choses. Nous avons fait des formations à l'intention des journalistes sur la gestion des risques de catastrophe. Je crois que nous allons renouveler cela. Et la catastrophe, au sens propre du terme, n'est pas la perception que les populations ont souvent de ce que c'est. Et ce n'est pas à votre biais que nous pouvons faire cerner cela. Il n'y a pas catastrophe lorsque quelques gouttes de pluie tombent. Il n'y a pas catastrophe lorsque peut-être il y a des biens matériels qui sont endommagés. Et même, je ne suis pas sadique en le disant, même si à perte en vue humaine, ce n'est pas encore la catastrophe. Pour qu'il y ait catastrophe, il faut des conditions. Il faut qu'il y ait une rupture grave du fonctionnement de la communauté. Ça peut être la commune, ça peut être le village, ça peut être le département, ça peut être le pays. Et que les autorités en charge de cette communauté, que ce soit les maires ou les préfets, n'aient pas les moyens qu'il faut pour surmonter ces difficultés. Alors déjà, quand un pont cède, par exemple, qui sépare une localité à une autre, il n'y a pas de catastrophe? Non, ce n'est pas encore la catastrophe. C'est justement de ça que je parle. Parfois, on lit dans les lignes de la presse, on a l'impression qu'on ne fait rien. Personne ne fait rien. Ce n'est pas exact, ce n'est pas juste. Et c'est pour ça que mon premier appel est lancé vers la presse pour continuer à nous aider. Beaucoup de choses se font, je vous ai dit, mais il faut du temps, c'est progressif. Même, disons, on n'a pas construit Paris en un seul jour, ça se dit vulgairement. De la même manière, on ne peut pas construire le Bénin en un seul jour, mais on constate de jour en jour que le Bénin se construit. Ça se construit, ça se vit. Je vous ai donné l'exemple des quantités de pluie qui tombent sur Cotonou et pourtant personne ne crie. Mais auparavant, c'était les cris, de par-ci, par-là. C'est ça. Donc, ce qui se fait, il faut que ce soit dit. Un seul ouvrage de franchissement ne peut constituer une cause de catastrophe. C'est vrai. Mais pour l'instant, ce que nous avons observé, ça et là, cela ne constitue pas encore des catastrophes. Parce que la catastrophe, lorsqu'il y a rupture du fonctionnement, lorsque par exemple les gens ne peuvent pas aller à l'école, lorsque les gens ne peuvent pas aller au centre de santé se faire soigner, lorsqu'ils n'arrivent pas à manger, lorsqu'ils n'arrivent pas à trouver ou dormir, et que l'administration est complètement décousue, ne fonctionne plus, c'est à ce moment qu'on parle de catastrophe. Mais pour l'heure, on n'a pas assisté à ça. On n'a pas encore assisté à ça. Il y a des crises aiguës à des endroits donnés. Et aucun maire ne nous a rapporté une déclaration de catastrophe. Pour qu'on parle de catastrophe, il faut que le maire prenne un acte pour rapporter, pour dire « Je ne suis plus en mesure de venir en aide à ma population. Il faut que l'État central vienne. » Ça, c'est un principe international. L'assistance humanitaire, l'assistance à la réponse n'est pas portable, elle est quérable. Il faut demander. Donc, il n'y a pas encore catastrophe périlleuse en la demeure. Et c'est un appel important. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a des dangers, il y a des risques d'aller vers la catastrophe, mais il n'y a pas encore catastrophe. Donc, la terminologie catastrophe, c'est une terminologie qu'il faut utiliser à bon escient. Et surtout pour ne pas créer de la psychose. Parce que quelqu'un a dit, si vous voulez faire du mal à quelqu'un, il faut mentir sur son compte. Lorsque vous mentez sur son compte, même s'il apporte un démenti demain, tous ceux qui avaient écouté votre mensonge ne seraient pas là pour écouter le démenti. Et donc, vous laisserez forcément des séquelles. Alors, c'est pour éviter cela que nous suggérons que la presse nous accompagne davantage pour d'abord traiter l'information, relayer l'information, certes,
mais la vraie information, l'information recoupée, l'information travaillée, l'information, on ne dit pas de changer les chiffres, on ne dit pas de ne pas dire ce qui s'est passé, mais de dire vrai sans créer la psychose. Et je vous remercie, je remercie la presse pour tout ce qui est fait par rapport donc, à la gestion des risques de catastrophe, pour l'opportunité que vous donnez à l'Agence nationale de protection civile de dire sa part de vérité aujourd'hui. Je vous remercie pour ça. Le second appel que je voudrais lancer, c'est à l'endroit du citoyen. Le citoyen, dans notre vision, est l'acteur fondamental de la gestion des risques de catastrophe. C'est le socle même du mécanisme, du système. Si le citoyen pouvait respecter les consignes, s'il pouvait collaborer au mieux, nous pouvons avoir de l'eau, suffisamment de l'eau, mais sans dégâts, ou alors des dégâts moindres. Donc, je profite de votre plateau pour lancer un cri de cœur aux populations béninoises. Pas seulement les Béninois, mais tous ceux qui vivent sur le territoire du Bénin, pour qu'ils nous aident à respecter les consignes de protection civile qui ont été largement diffusées. Nous allons continuer à les diffuser. Il faut qu'ils s'abstiennent des comportements à risque. Lorsque, par exemple, au niveau du fleuve Mono, il y a les évacuations d'eau du barrage Naguetor, si vous passez sur le fleuve Mono le matin, pendant qu'il n'y a pas d'évacuation, vous êtes à un débit très faible. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais la minute d'après, lorsque les eaux descendent de là-bas, du barrage, pour venir, ça peut vous emporter. On est parfois à 900 mètres cubes par seconde. 900 mètres cubes par seconde, il faut imaginer ce que c'est, qui vous tape. Même si vous savez conduire la barque et que vous n'avez pas les techniques appropriées, ça va vous emporter. Et ça dépend en vies humaines. Et nous avons alerté, nous avons parlé. Il faut que les populations suivent et s'abstenir de ces moments-là, parce que nous sommes maintenant en période d'évacuation des eaux. Il faut qu'elles s'abstiennent de traverser les eaux et que nos parents, sous prétexte d'aller au champ pour aller trouver de quoi manger, il faut qu'ils s'abstiennent d'exposer leur vie. Parce que quand vous allez, vous traversez le cours d'eau, peut-être avant que vous ne reveniez, les évacuations vont commencer, le débit va changer. En ce moment, vous ne pouvez plus. Vous savez nager 7, mais vous ne pouvez pas résister devant 900 mètres cubes par seconde. Donc, cet appel est fondamental. Le troisième appel que je voudrais faire, c'est à l'endroit du secteur privé. Le secteur privé doit continuer à contribuer à la production de la protection civile, doit continuer à contribuer à financer la gestion des risques de catastrophe. Le secteur privé est présent, certes, mais à un très faible niveau. Il faut que le secteur privé aide l'État central. L'État central, à lui seul, ne peut pas tout faire. Je vous ai cité les exemples de ces actions-là que l'État central est en train de mener. Il faut accompagner l'État central et nous pensons au secteur privé. Ailleurs, le secteur privé décide de prendre en charge, disons, certaines actions de réponse. Par exemple, acquérir des bacs motorisés, offrir aux populations sinistrées de telle zone ou telle zone. Ça, c'est des choses qui se font. Ici, ça ne se fait pas. Les ONG humanitaires le font. Certaines ONG, je ne vais pas citer des ONG pour faire des jaloux, mais je pense quand même qu'il faut faire clin d'œil à certaines ONG qui font bien. Je veux nommer par exemple l'Organisation internationale à vocation humanitaire Direct Aid, qui fait beaucoup, qui offre des bacs motorisés aux populations. C'est ces exemples-là que nous voulons avoir. Il faut accompagner l'État central à réduire les risques de catastrophe parce que toutes les ONG sont membres de la plateforme. Ce n'est pas seulement l'État central qui est membre de la plateforme. Les ONG, ils sont membres. Le système des Nations Unies est membre. Donc, je lance un message de mobilisation de fonds pour accompagner l'État central dans la gestion des risques de catastrophe. Et, in fine, c'est nous tous qui allons profiter parce que le risque, il est là. On ne sait pas qui va être atteint. Lorsque nous avons de belles routes, lorsque nous avons des embarcadères sécurisés, lorsque nous avons un système de transport fluvio-lagunaire sécurisé, on ne sait pas qui va en bénéficier parce que le risque attend tout le monde. C'est peut-être le jour où vous irez, peut-être pour emprunter cette barque-là, que vous allez périr. Or, si vous avez contribué à mettre en place du système de transport fluvio-lagunaire sécurisé, vous ne périrez pas. Donc, nous gagnons tous à contribuer à la bonne gestion des risques de catastrophe. Ce n'est pas l'État central seul. Ce n'est pas l'État central seul qui est inondé, non. Tout le monde est concerné. Donc tout le monde doit pouvoir mettre la main à la pâte. Et un autre appel que je voudrais lancer, nous sommes certes à la veille des élections législatives,
Je voudrais suggérer très respectueusement aux acteurs politiques de s'éloigner du terrain de la protection civile pour mener les combats politiques. Il n'est pas sain que les combats politiques soient menés sur le terrain de la protection civile, soit en gonflant les chiffres, soit en expliquant ou en intoxiquant pour dire aux populations, on vous a laissé pour compte, l'État central ne fait rien, ce n'est pas juste. J'ai exposé en peu de temps tout ce qui est fait. Si on avait plus de temps, j'exposerais davantage, parce qu'il y a des petites actions qui sont menées qui ont de portée significative. Donc, je voudrais vraiment suggérer aux acteurs politiques, en cette veille d'élections législatives, de ne pas venir sur le terrain de la protection civile et de la réduction des risques de catastrophe pour mener les combats politiques. Que les combats politiques soient menés sur les champs politiques. Nous sommes des techniciens de la protection civile et de la réduction des risques de catastrophe. Nous travaillons pour tout le monde, sans distinction de couleur politique, sans distinction de race, de sexe, d'appartenance. Nous ne connaissons que le citoyen dépourvu de tout autre attribut. On ne lui colle pas des tribus. On travaille pour le citoyen tel qu'il est. Et nous souhaitons donc que les acteurs politiques nous facilitent la tâche pour ne pas intoxiquer, pour ne pas dire ce qui n'est pas bon de dire. Je l'ai mentionné tout à l'heure, je ne dis pas que les acteurs politiques sont de mauvaise foi, mais je veux juste, comme c'est la prévention qui est donc le meilleur outil de gestion des risques de catastrophe, je veux prévenir. Et je voudrais donc leur lancer cet appel-là pour dire que nous croyons en eux et que nous savons qu'ils sont suffisamment responsables pour ne pas aller sur ce terrain-là. Nous sommes au terme de cette émission. DG, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est des mots de remerciement. Remerciement à l'endroit de tous les acteurs de gestion des risques de catastrophe. Sénèque a dit qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Je crois que le gouvernement fait de cette vision-là sa boussole. Et nous, en tant que techniciens, les instructions que nous recevons nous permettent d'affirmer sur votre plateau que le gouvernement est désormais orienté vers la gestion des risques de catastrophe en tant qu'outil de développement. Et que les solutions durables sont préférées aux solutions d'urgence. Et que désormais, la prévention, au sens strict du terme, est préférée à la réponse. Alors, je voudrais demander à tous les acteurs de s'inscrire dans cette vision-là et d'accompagner cette vision pour que le Bénin puisse continuer de se révéler à lui-même et aux autres acteurs internationaux. Je suis souvent fier lorsque, à l'occasion des ateliers sous-régionaux que nous organisons, je présente ce qui est fait, les avancées du Bénin, les innovations du Bénin en matière de réduction des risques de catastrophe. Vous savez, le Bénin a toujours été un bon exemple de la sous-région en matière de gestion des risques de catastrophe. Le Bénin est l'un des premiers pays francophones de la sous-région à mettre en place une agence unique. Le fait de disposer d'une agence unique de gestion des risques de catastrophe, c'est une recommandation de la plateforme mondiale de réduction des risques de catastrophe, donc de l'ensemble des pays des Nations Unies et de la CEDEAO. Cette plateforme a été mise en place depuis 2012. Je veux parler de l'agence. L'agence a été créée en 2012. Or, la recommandation date des années 2010. Donc, aujourd'hui, tous les pays ne l'ont pas encore fait. Et mieux, le Bénin, chaque jour, dans les réformes qui sont opérées, le secteur de la protection civile, de la réduction des risques de catastrophe n'a pas été épargné. Et l'une des réformes fondamentales, c'est par exemple le Fonds 4, j'en ai parlé. Lorsque nous exposons cela, les gens sont émus et ils veulent prendre l'exemple sur nous. Donc, je voudrais remercier tous les acteurs de la plateforme qui ont contribué à ces réformes majeures, fondamentales, qui donnent l'espoir à nos populations et rassurer tout le monde que les inondations ne vont pas continuer d'être une fatalité au Bénin. Elles ne le sont d'ailleurs pas. Elles vont constituer de plus en plus des opportunités de développement pour que l'eau soit utilisée comme un tremplin pour le développement, parce que l'eau a beaucoup de richesses. En elle-même, elle est une richesse. Et lorsqu'elle est abondante, on s'en sert pour se développer. Donc, c'est des mots de remerciement et des mots de disponibilité aussi. Rassurer tout le monde pour qu'on puisse nous appeler lorsqu'on ne comprend pas, qu'on puisse aller vers nous. Nous sommes disponibles nuit et jour pour expliquer aux populations, pour expliquer aux acteurs, pour expliquer à tous ceux qui le voudraient, ceux qui n'auraient pas compris. Je vous remercie infiniment et je salue l'ensemble des acteurs
de réalisation de risques de catastrophe. Et je dis qu'ensemble, nous pouvons aller de l'avant et faire de la coproduction civile une réalité pour le bonheur et le bien-être des populations. Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de la protection civile, Monsieur Aristide Dagou, vous êtes aussi le secrétaire permanent de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe. Merci d'être passé sur notre plateau. Mesdames et messieurs, alerte rouge dans le bassin du fleuve Niger et du fleuve Ouémé, orange dans le bassin du fleuve Mono. La situation peut changer à tout moment. Le risque est bien présent, mais l'Agence nationale de protection civile travaille pour la réduction des risques de catastrophe avec le concours de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe. L'assistance humanitaire n'est pas la priorité, mais la prévention des catastrophes liées aux inondations et plusieurs projets sont en cours pour arriver à cela. Notre invité a invité les populations au respect des consignes de sécurité. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur GovTV Afrique.